Bonsoir à toutes et tous. Om Shanti, bienvenue. Welcome, welcome. Welcome pour notre thématique qui continue après une première partie qui s'est déroulée lundi dernier. Donc installez-vous tranquillement. On va attendre qu'il y ait d'autres éventuels participants et participantes qui se joignent à nous. Plus on est nombreux, mieux c'est quand même, pour méditer encore plus profondément et partager. Donc pour celles et ceux qui sont déjà là, écoutez, posez-vous tranquillement. La journée a peut-être été longue et donc l'idée c'est de poser le corps pour après coup poser l'esprit. Donc pour aider mon esprit à se poser, je peux soit fixer sur l'écran le point lumineux, le point d'énergie, soit l'imaginer sur l'écran de mon esprit. Je me souviens que je suis non pas un être simplement d'action, non pas un être qui joue ses rôles, qui exerce ses responsabilités, qui a des relations, mais justement tout le sel de l'existence, tout l'intérêt de l'existence réside dans le fait qu'avant toute chose, je suis un être. Et donc, méditer, c'est retourner à l'être que je suis, en sachant que cet être est empli de vertus, est empli de trésors, est empli de qualités, à commencer par la paix. Oui, bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Nous faisons comme d'habitude une première petite méditation pour justement non seulement lâcher prise avec ce qui vient de se passer dans la journée pour chacun de nous, mais aussi pour, à distance, nous synchroniser les uns avec les autres. Donc, welcome, bienvenue. Si mon esprit a tendance à partir dans le futur ou à partir dans le passé, eh bien, je le ramène tranquillement. Je lui dis calme-toi, reste tranquille. Comme on l'a vu la dernière fois, méditer, justement, c'est sortir du temps chronos. Chronos, C-H-R-O-N-O-S. Là, c'est bien cette idée d'un temps qui, justement, défile. Et nous avons également parlé de cette possibilité, dès lors, de nous immerger dans un temps beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus nourrissant, le temps kéros, le temps qui a du sens, le temps qui a la profondeur de la qualité, en même temps que la qualité de la profondeur, le temps peut-être d'un regard échangé. Et là, ce regard, je l'échange d'abord avec mon intériorité et puis pourquoi pas aussi avec la source qui est toujours là, qui m'accompagne. Mon corps est de plus en plus posé et donc mon esprit également est de plus en plus apaisé, tranquille. Mon esprit coopère avec moi et s'il est encore un petit peu naughty, un petit peu malicieux, eh bien je lui dis non, ce n'est pas le moment.
calme-toi, ça va te faire du bien aussi. Tu pourras, si tu veux, reprendre ta sarabande plus tard. On a déjà vu ça, ou je pense que vous l'avez déjà vu par ailleurs dans d'autres ateliers du lundi. Parler à son esprit, c'est probablement l'une des voies les plus accessibles, justement, guider son esprit. Donc l'une des voies les plus accessibles, justement, pour méditer. Et bien sûr, le but est d'aller après au-delà de ce dialogue dans l'expérience. Et c'est en tout cas l'une des méthodes, l'un des chemins que propose le Raja Yoga, la voie du Raja Yoga. Nous continuons tranquillement à déposer tout ce qu'il y a à déposer, à lâcher prise, pour revenir justement dans le temps Kéros, ce moment de qualité que nous nous apprêtons à partager ensemble, que nous avons déjà commencé à partager ensemble. Nous apprécions le silence, tant le silence intérieur que le silence extérieur. Le silence guérit, le silence cicatrise, adoucit. Et puis petit à petit, nous revenons à une conscience plus aiguë de ce qui nous entoure. Voilà les amis. Alors, donc je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là la semaine dernière, mais la semaine dernière, donc, nous avons été dans l'exploration, justement, encore une fois, de cette différence entre le temps chronos et le temps kéros. Et l'intitulé de l'atelier, justement, c'était sortir de la tyrannie du temps subjectif, hein. C'est-à-dire que moi-même, prisonnier de mon rapport au temps, et plusieurs d'entre vous avaient témoigné, en tout cas plusieurs des participants de lundi dernier avaient témoigné que le rapport au temps était problématique, eh bien, je peux être effectivement sous le joug d'une forme de tyrannie qui m'est imposée par mon propre rapport au temps qui n'est pas idéal. Je cours après le temps, j'empile le plus possible de tâches et d'actions dans la journée, pas parce que ça me fait plaisir, mais aussi parce que j'y suis amené par mes différents rôles. Et j'oublie justement où je, quelque part, je me manque de respect en ne m'accordant pas de temps de qualité, ce fameux temps kéros, qui est quelque part ou ce moment kéros, qui est quelque part la possibilité de sortir du temps. Et la voie royale pour cela, certainement, c'est la méditation. Et quand je médite aussi, c'est ce qu'on avait dû voir ensemble, eh bien, je peux probablement aussi mieux saisir les opportunités que m'offre l'existence, que m'offre l'univers, que m'offre mon chemin. Que si je suis toujours le nez dans le guidon, eh bien, je risque de manquer ces opportunités. Et le temps chronos, il est tellement fort, hein, dans notre société que le stress domine la plupart de nos frères humains. J'espère qu'il ne vous domine pas vous, mais justement,
le fait d'être tout le temps dans la précipitation, le fait de vouloir toujours faire davantage, d'accomplir davantage, et le fait de vouloir augmenter la, quelque part une sorte de bénéfice que je peux retirer de chaque instant présent, parfois pour moi et puis pour mon entourage, ça fait que très souvent, je ne profite pas véritablement de l'instant présent, hein. Et par exemple, c'est assez spectaculaire de voir combien la plupart d'entre nous, et je sais que parfois je suis aussi victime de cela, hein, si je ne fais pas attention, je suis dans l'instant présent et tout de suite je vais prendre mon smartphone pour immortaliser l'instant présent. Mais quand je fais ça, je me rends assez vite compte en général que je ne suis plus dans l'instant présent. Et bien sûr, c'est super de partager ce que l'on voit, mais il y a tellement de milliards de photos qui sont échangées, hein. Je ne sais pas si c'est par jour, mais certainement au minimum par semaine. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait de cette photo? Et le fait de prendre le smartphone, ça fait que déjà, je n'étais plus connecté au kéros, à l'instant présent. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir ensemble comment sortir de la tyrannie d'un temps moins subjectif. Évidemment, c'est un temps qui va avoir un impact sur notre temps subjectif, mais je l'ai appelé le temps global. Et il semble bien que notre époque soit dans une phase d'accélération. Il semble bien que notre époque soit un moment très, très, très particulier dans l'histoire de l'humanité qui fait que, et quand je dis notre époque, donc ça a commencé certainement depuis longtemps, donc on peut probablement faire remonter ça avec l'apparition de ce que les historiens, les sociologues appellent la modernité, hein, donc certainement en particulier avec les Lumières, donc 18e siècle, mais il y a encore eu une accélération bien plus impressionnante, je dirais, au 20e siècle, et puis là, le 21e siècle, et notamment les années 2020, là, de post-Covid, là, on est dans une accélération très, très forte. Enfin, en tout cas, c'est ce que vivent beaucoup de gens. J'espère que ce n'est pas ce que vous vivez, vous, hein, une accélération subie, mais il y a beaucoup de personnes qui témoignent de ce ressenti qui est plutôt désagréable. Alors, un des premiers facteurs, c'est l'infobésité. Donc, l'infobésité, évidemment, c'est un néologisme. Et donc là, vous voyez le gros, c'est le symbole, ce gros oiseau, justement, qui n'en peut plus, hein, de son obésité. C'est le symbole de Twitter, bon, qui s'appelle maintenant X, mais bon, c'est certainement un des réseaux sociaux, mais avec tous les autres qui ont contribué au fait qu'on croule sous l'information. Et évidemment, il y a beaucoup de conséquences par rapport à ça, hein. Donc, ne cherchez pas, ne cherchons pas plutôt à nous représenter exactement ce que veulent dire ces chiffres, hein, parce que euh, ZB, en fait, c'est des états octets, OK? Et des états octets, et donc c'est déjà un chiffre énorme. Mais c'est pas ça qui est important, n'essayons pas de nous représenter ce que cela veut dire. Ce qui va compter, c'est qu'effectivement, euh, un certain chercheur qui s'appelle Kevin Kelly nous dit que jusqu'au début des années 2000, eh bien, l'humanité, globalement, dans toutes ces milliers d'histoires, depuis milliers d'années, pardon, d'histoire, depuis l'invention de l'écriture, avait produit en termes d'information environ 0,3 zeta-octets. Alors le B, en fait, c'est pour byte, donc c'est octet en français. Et là, chaque année, nous générons 147 zetabytes ou zeta-octets, donc plus de 400 fois, et c'est chaque année, hein. Chaque année, probablement depuis justement le début des années 2010, au plus tard depuis le début des années 2020. Donc ben là, j'ai une statistique intéressante, hein, sur l'impact qu'a cette infobésité. Par exemple, ce que nous disent, alors je pense là c'est cité par un, un magazine qui s'appelle Big Data Wire, mais sinon
ce sont des informations qui sont obtenues et largement publiées par des organismes comme le Bureau international du travail, l'Office international du travail, etc. Alors, est-ce que vous croulez ou pas sous l'infobésité? Je serais intéressé par le fait de savoir ça. Est-ce que vous avez l'impression, vous, d'être euh, complètement submergé par les informations, que ce soit dans la vie pro pour ceux qui ont une vie pro et dans la vie perso, et sinon dans la vie perso aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je vois dans la boîte aux lettres aussi, il y a beaucoup plus même s'il y a une diminution de la publicité, mais je reçois des prospects, enfin, plutôt un magazine de la région, je reçois un document de la commune, je reçois un document de la métropole, je reçois des différents suppléments quand j'ai des abonnements. Parfois, j'essaie de me désabonner en ligne ou au téléphone, mais ça ne fonctionne pas. Il y a le fameux syndrome FOMO aussi, hein, Fear of Missing Out, donc la peur de manquer un séminaire en ligne, de manquer un, un- un webinaire, de manquer des informations. Il y a des jeunes qui regardent plusieurs séries en même temps. On appelle ça du binge watching, encore un anglicisme. C'est même plus qu'un anglicisme, hein, c'est carrément une expression anglaise. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en français. Alors, je vois quand même que ouais, oui, le FOMO, absolument. OK. Donc, il faut mettre un stop, mais c'est pas si facile que ça. Voilà. Alors, quand on est dans ce flot continu d'informations, pour la plupart d'entre nous, eh bien, et ça, on est bien d'accord, c'est au niveau global. Il y a les chaînes d'information continues hein, qui n'existaient pas dans dans ma jeunesse. Eh bien, ça peut certainement avoir un impact très fort après sur notre temps subjectif. Donc, il y a une tyrannie globale qui va faire qu'après, ça va alimenter quelque part la tyrannie du temps subjectif. Et effectivement, nous pouvons certainement suivre Nicole qui nous dit qu'elle a la sagesse, la sapience peut-être même de se protéger de toutes ces infos et d'être très sélective. Bravo Nicole et bravo Yves du Var aussi. Magnifique. Donc on a des exemples là de personnes qu'on peut suivre, qu'on peut imiter, hein. Il s'agit probablement déjà à la source de, de limiter toutes ces informations. Mais après, il y a quand même un deuxième facteur qui est là, et peut-être que vous verrez d'autres facteurs. Encore une fois, là, moi, je suis là pour suggérer, pour poser des hypothèses avec vous, et vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec ça. Il y a peut-être un autre facteur, c'est l'empilement des crises. Hein, donc, crise climatique, bien sûr, multiples crises de la biodiversité, le plastique, les microplastiques, la sixième extinction de masse, etc. Mais il y a aussi la crise de la démocratie, la crise de leadership. Qui fait confiance de nos jours aux leaders, sauf peut-être ceux qui sont, je dirais, dans une confiance aveugle dans certains leaders, notamment des leaders assez autoritaires. Différentes crises morales et éthiques, hein. On ne va pas, bien sûr, aller dans les détails de tout ça. Crise géopolitique ô combien. Et peut-être que je n'ai pas tout cité. Si vous avez d'autres crise à l'esprit. Et tout ça, ça renforce aussi cet aspect de submersion. Tout ça, ça renforce le fait que, eh bien, parce qu'il y a ce phénomène global d'empilement de crises, en plus, évidemment, comme c'est relayé, enfin, ce sont surtout les mauvaises nouvelles, ça on l'a déjà vu par ailleurs, qui sont relayées par des, comment dirais-je, par les réseaux sociaux, par les médias, etc., eh bien, évidemment, là encore, cet aspect global va se répercuter sur nous et peut légitimement créer ce que dans le radio yoga, on appelle à minima des pensées perdues ou des pensées inutiles. Qu'est-ce qui va arriver?
qu'est-ce qui va m'arriver, ou alors si j'ai pas peur pour moi, peut-être j'ai peur pour mes proches, pour ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, si j'ai des petits-enfants, comment ça va se passer, comment vont-ils vivre dans ce monde, etc. Et je crée beaucoup de pensées comme ça. Quand c'est des pensées négatives, voilà, c'est carrément des pensées de peur. Alors là, c'est encore plus fort. Et évidemment, en créant des pensées comme ça, ben, je serai sous la tyrannie, clairement, hein, je serai sous la tyrannie clairement de cette époque globale dans laquelle nous sommes tous emmenés, nous sommes tous embarqués quelque part. Et même si, je comprends bien, hein, on peut se couper des infos, on peut être très sélectif, mais quelque part, à un moment donné, quand même, on ne peut pas se couper du monde, ou alors sinon on va vivre dans une grotte, on devient troglodyte, on mène une vie cénobitique, mais comme beaucoup le faisaient dans le passé, mais notamment les religieux. Mais il y a un moment donné où la réalité nous rattrapera quand même. Et donc, ce n'est pas totalement viable. On peut limiter le flot de l'information, mais on ne peut pas nier le fait qu'on est là tous embarqués dans un moment très particulier de l'histoire de l'humanité. Alors, du coup, ça génère pas mal de sentiments d'impuissance. Et quand l'être humain se sent impuissant, eh bien, il y a encore plus, justement, hein, de pensées soit négatives, soit inutiles, soit perdues, soit gaspillées, reliées à des émotions probablement pas très agréables, hein, des émotions délétères, y compris la colère. Hein. On sait qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens, que ce soit dans ce pays ou dans d'autres pays, qui sont en colère, hein, parce que justement, ils savent qu'il y a quand même des solutions. Et c'est pour ça que notre impuissance est apparente. On pourrait faire davantage, on pourrait moins polluer, on pourrait moins acheter, etc. Mais tout ceci, eh bien, tout ceci passe à l'as, et notamment avec l'avènement de Trump 2, comme vous le savez. Juste un petit commentaire d'Yves, effectivement. Oui, la religion de la croissance, tout à fait, l'humanité est droguée à la croissance. Alors l'humanité, je pense en particulier les personnes qui en bénéficient, et puis après, effectivement, nous, ça a pu passer un petit peu dans nos gènes, quelque part, dans nos chromosomes, parce qu'on nous a appris ça, mais je pense que plusieurs, un certain nombre d'entre nous, nous en sommes revenus, et nous savons que ce n'est pas ça qui crée notre bonheur d'une part, et puis surtout, c'est ça qui crée le malheur de bien des gens, et surtout de la nature, et aussi de la nature. Dès lors, les amis, que faire pour sortir de cette tyrannie, encore une fois, de ce temps global? Alors, désolé, il manque un petit DE ici. Je pense que je n'ai pas suffisamment relu cette diapo. Alors, il y a une première proposition qui n'est pas enfin, avec une métaphore, hein, qui n'est pas de moi, euh, puisque, a priori, mais encore une fois, je pose des hypothèses avec vous et pour vous, et vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord, mais puisqu'on peut se sentir quelque part, encore une fois, impuissant, euh, avec tout ce qui est en train de se passer et qui semble s'accélérer de plus en plus, il y a un producteur de podcast qui s'appelle Julien Duvorex, dont le podcast s'appelle Sismique, que je recommande, où il se pose lui beaucoup de questions effectivement sur les temps que nous sommes en train de vivre, et il interviewe chaque fois des experts, des spécialistes dans tous les domaines, psychologie, sociologie, scientifique, etc. Et c'est vraiment remarquable. Et j'ai entendu cette image dans un de ses derniers podcasts, je crois que c'est celui d'avril, donc je répète, le podcast s'appelle Sismique, et il nous dit que justement, euh, ne nous résignons pas, ne nous résignons pas, hein, même si le courant est très fort, même si nous sommes dans un flot qui nous emporte tous, et devenons des rochers dans la rivière, que chacun de nous devienne un rocher dans la rivière. De toute façon, le flot est là. Le flot, toute l'humanité, globalement, est dans cette rivière ou dans ce torrent ou dans ce fleuve, quelle que soit l'image que vous prenez.
qui continue de progresser et il semble bien qu'il ne va pas y avoir de possibilité d'endiguer ce torrent avant très longtemps. Donc il va continuer son bonhomme de chemin et vous le savez, du fait de la force de la gravité qui sévit partout dans l'univers, eh bien, l'eau part du haut et va jusqu'en bas. Eh bien, ce torrent va continuer de descendre vers le bas et probablement, encore une fois, que ce bas ne sera pas des plus faciles, ne sera pas des plus enviables. Eh bien, alors, je crois que c'est le but de toute pratique spirituelle, si je devenais un rocher, si je devenais, par un travail sur moi, par bien sûr à la fois la méditation, mais aussi l'observation de soi, par le fait de vouloir régulièrement agir selon mes valeurs les plus élevées, hein, sans viser à devenir un saint, bien sûr, hein, à l'impossible, nul n'est tenu, mais en tout cas, si je deviens un être humain meilleur dans ces temps où justement il y a une faillite globale, et notamment comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de nos leaders qui ne donnent absolument pas l'exemple, dont certains sont là plutôt pour se servir que pour nous servir, alors que les leaders devraient, hein, le sens le plus noble du mot leader, c'est servir justement autrui. Mais moi, par contre, eh bien, je peux, en étant plus exemplaire, plus honnête, plus intègre, encore une fois plus aligné sur mes valeurs clés, et aussi en méditant pour être davantage en paix, eh bien, je peux devenir un rocher dans la rivière, ce qui m'apportera du bénéfice, mais ce qui apportera aussi du bénéfice à toutes les personnes qui sont connectées avec moi. Donc, il y a certainement, après c'est à chacun hein, de voir comment il peut devenir ce rocher dans cette rivière qui coule inexorablement, ou ce torrent, ou ce fleuve. Mais c'est la première proposition que je vous fais, les amis, et on va faire une méditation là-dessus. Mais qu'en dites-vous? Est-ce que cette image vous parle, les amis? N'hésitez pas soit à prendre le micro, soit à écrire. Voilà, le rocher est un point fixe et donc pour des personnes qui se sentent prises par les événements, pour les personnes qui sont justement complètement emportées à la fois par la tyrannie de leur propre temps subjectif, notamment parce qu'elles ne savent pas ralentir leurs pensées, elles ne savent pas ralentir leurs émotions, elles ne savent pas apprivoiser leurs émotions. En plus de ça, relié à ça, il y a les effets de ce temps global, les crises, l'infobésité, etc., etc., eh bien, effectivement, un point fixe, un point d'arrimage, ça peut être véritablement précieux. Alors, c'est une image, le rocher, Sandrine. Donc, je pense que venant, enfin, ou étant à 7, eh bien, peut-être que peut-être le phare, voilà, même si les phares ne sont plus vraiment, enfin, si, il y a encore des phares, il y a des phares, mais ils sont automatiques. Je crois qu'il n'y a plus d'êtres humains maintenant dans les phares, en tout cas en France. Et effectivement, il y a aussi la montagne, mais la montagne, c'est tellement énorme. Ce qu'il y a, c'est que là, enfin, je ne veux pas dire mais, c'est en même temps. Rappelons-nous quand même qu'on est tous emmenés là dans une sorte de fleuve, on est tous emmenés dans une sorte de rivière, de torrent. Si nous étions des montagnes, je pense que c'est peut-être le but ultime, hein, mais on ne serait pas emmené par le fleuve. Mais j'accepte. De toute façon, prenez l'image qui vous convient le mieux, la métaphore qui vous convient le mieux. Là, l'idée, c'est de quand même justement se dire que tout ce qui se passe actuellement est tellement énorme que à notre petite échelle, eh bien, au moins, nous pouvons devenir un rocher. Alors, tant mieux si vous pouvez devenir des montagnes ou si on peut devenir des montagnes, mais déjà, commençons par le rocher. Donc, écoutez, bah, super. Oui, les tsunamis, effectivement, il vaut mieux être sur les montagnes. Alors, les amis, bah, ce que je vous propose, c'est comme d'habitude une petite méditation. Je vais essayer de mettre un petit peu de musique. On va voir si elle fonctionne. Tac.
Oui, disons qu'on est pris de toute façon, puisqu'on parlait du temps, on est pris dans le fleuve du temps. Ok, on est pris dans ce fleuve du temps et ce fleuve du temps n'est pas un fleuve qui est toujours étale. Il y a des périodes, et on va en parler après avec la deuxième proposition que je vais vous faire, il y a des périodes où le fleuve, quelque part, se déchaîne ou coule plus vite et on est tous pris par cela. Hein. Et c'est pour ça qu'il s'agit de travailler sur notre résilience et notre immobilité intérieure pour ne pas être emporté comme beaucoup trop de personnes. Hein. Vous savez que les problèmes de santé mentale sont en croissance exponentielle, alors chez les jeunes, mais aussi chez les adultes, etc., etc. Alors, je vais voir. OK. Est-ce que vous pouvez entendre la musique? Apparemment, oui. Vous me dites si elle est forte ou juste comme il faut. Est-ce que vous entendez ma voix? J'espère. OK, très bien. Alors, je vous propose, comme vous le savez, quand on a un objectif pour méditer, même si c'est une petite méditation de quelques minutes, c'est beaucoup mieux pour l'esprit. Voilà, il sait dans quelle direction il va aller. Donc, quelle que soit la métaphore, quelle que soit l'image qui vous convienne, que ce soit la montagne, le phare, le rocher, euh, la pierre, tout ce que vous voulez, eh bien, on va aller dans cette direction. Donc, je me recentre. Il y a eu un échange de paroles, échange d'idées, échange de concepts. Maintenant, je suis dans l'instant présent. Je me souviens de qui je suis, je me souviens de ce que je suis. Et justement, je prends du recul, je prends de la hauteur. Je me souviens que je suis différent de mes actions. Je me souviens que je suis différent de mes rôles, de mes responsabilités. Et je suis différent de ce corps également. Je prends encore plus de hauteur et je prends conscience de façon détachée de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, comme si j'étais sur la Lune ou sur une autre planète du système solaire, en sachant que la Lune est un satellite, mais il y a des planètes plus lointaines. Je peux être sur Mars et je vois, prends conscience de tout ce qui se passe en ce moment sur la Terre. L'accélération globale du temps, due au fait aussi qu'en à peine 60 ans, la population mondiale a doublé. En à peine 60 ans, la population mondiale est passée de peut-être 3 milliards et demi à 8 milliards, 8 milliards 200 millions. Cela aussi, c'est un phénomène global d'accélération. Je me souviens aussi, dans l'échelle des 20-30 dernières années, de tout ce qui s'est passé. Et je m'en souviens de manière posée, détachée. Le 11 septembre 2001, la crise financière de 2008, les années 2010 et toutes les incertitudes qu'elles ont amenées en Europe. Il y a eu différentes crises de gouvernements qui étaient en jachère, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, des pays importants. Il y a eu l'État islamique.
Et puis, il y a eu la grande crise globale du Covid, quelle qu'en soit l'origine. Nous avons tous vécu cela. Et puis, en même temps, il y avait des guerres plus ou moins larvées qui continuaient sur certains continents, des affrontements. Et les conditions globales de la majeure partie des âmes humaines qui se détérioraient. Les âmes les plus fortunées au niveau financier sont devenues de plus en plus riches, notamment à partir des années 2008, alors que l'immense majorité de l'humanité s'appauvrissait. Et puis, post-Covid, il y a bien sûr eu la guerre en Ukraine, et puis maintenant ce qui se passe depuis 1 an et demi, bien sûr au Moyen-Orient, mais ce qui se passe aussi ailleurs, et bien sûr beaucoup d'injustices. Je regarde tout cela car j'en ai le loisir et donc je peux avoir beaucoup de gratitude pour cela. Je regarde tout cela de façon détachée. Je me dis, face à ces défis gigantesques, pour l'instant, je ne peux rien faire globalement. En revanche, oui, je peux devenir pour mes proches ou pour des personnes qui me connaissent et parfois aussi pour des étrangers, qui sait, je peux devenir un rocher au milieu du flot tumultueux de la rivière, ou je peux devenir un phare, etc. Je me sens fort intérieurement, car je suis connecté à mes valeurs clés. Je me sens fort intérieurement, car je suis connecté à ce qu'il y a de plus beau, de plus élevé en moi, la paix, la compassion, la force intérieure. Je suis connecté à la source. Et ensemble, comme nous sommes réunis ce soir au même moment, dans ce temps kéros, justement pour reprendre un élément de l'atelier précédent, de lundi dernier. Donc nous sommes dans un temps sacré, ensemble, subtilement, spirituellement, nous constituons un groupe de rochers dans le flot tumultueux. Nous n'avons aucune attente, mais nous savons que quelque part, des personnes bénéficient de notre pratique. Nous n'avons aucune attente, mais nous savons que quelque part, nos frères humains, la nature aussi, très probablement, les éléments, les animaux, les insectes, bénéficient du fait que collectivement, nous sommes dans ce temps kéros et nous avons pris du recul. Nous sommes et nous souhaitons être des rochers dans le flot déchaîné. Et voilà pour cette méditation. Oui, magnifique Yves. C'est d'ailleurs, vous me tendez la perche pour la suite de l'atelier. Comment s'est passée globalement la méditation? J'espère que votre esprit a été coopératif. J'espère que tous ensemble, vous avez vécu un doux moment. Mais n'hésitez pas à commenter et que vous vous êtes vus
et que vous avez ressenti que vous aviez cette force intérieure, parce que nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants que parfois notre esprit ne l'admet, hein. Nous avons ce qu'on appelle des horizons mentaux. Donc, pour Michel ou Michael, ça s'est bien passé. Le flux de pensée est moins rapide. Ben oui, voilà. Souvent, la première méditation, comme j'ai été bien actif toute la journée, le flux de pensée est rapide. Deuxième méditation, il se ralentit. Et comme on terminera par une troisième méditation, euh, ce sera encore plus ralenti, c'est clair. Et à un moment donné, on passe au-delà de la pensée. On est dans l'expérience, comme vous le savez. De belles pistes à explorer. Ben, on va voir que peut-être il y a une piste encore plus fantastique. Je ne sais pas combien parmi vous ont suivi les cours de base de Raja Yoga, que ce soit récemment ou il y a longtemps. Oui, oui, alors je mettrai le lien du replay. Oui, alors il y en a qui ont suivi les cours il y a longtemps, ok? C'est juste sans indiscrétion pour savoir il y a combien de temps. Et puis pour les autres, est-ce que c'est plus récent ou pas du tout? Oula, 1989, magnifique Nicole, magnifique. Les grandes années. Je dis ça, les grandes années, c'est parce que le Raja Yoga en France était en plein essor et, du coup, il y avait des centres qui s'ouvraient un petit peu partout, pardon. Ok, une vingtaine d'années. Très bien. Bon, bah écoutez, vous êtes familier, je pense, avec certains concepts et notamment peut-être un qu'on va voir. Ok, alors je vais tout de suite mettre le replay, comme ça ce sera fait. Tac. Pour le replay, les amis, c'est là. Bah alors voilà, je le mets dans la boîte de dialogue. Alors, on a vu la première proposition, donc être un rocher dans la rivière et puis se relier, bien sûr, aux autres rochers. Seul, on ne pourra rien faire. Alors, bien sûr, je peux me relier à la source. En plus de ça, si je peux avoir et si je peux bénéficier, alors moi-même, bien sûr, puisque je suis un rocher dans la rivière, donc je suis de bonne compagnie, ça c'est super. Les autres apprécient ma compagnie, ma positivité, mon optimisme, hein. Donc, quand je dis moi-même, c'est nous tous ici. Mais en plus, si on peut se relier à d'autres personnes comme on le fait ce soir, ok, si on peut développer un centre, comment dirais-je, un réseau, hein, de positivité, c'est mieux. Et pour nous aussi, parce qu'on peut avoir des coups de moins bien, hein. On peut être fatigué, le corps peut être malade. Parfois, justement, le temps chronos peut s'accélérer encore plus, le temps global peut s'accélérer encore plus. Donc, c'est précieux, vraiment précieux, hein, d'avoir des personnes sur lesquelles on peut, au moins pendant un certain temps, justement, des personnes qui peuvent être aussi des rochers pour nous. Attention, évidemment, l'idée, c'est pas de s'attacher, s'agripper à ces personnes, et, quitte après peut-être à ce qu'on coule à deux, mais voilà, pendant un certain temps. Et nous, on a servi de rocher à certains, et puis d'autres, à ce moment-là, nous servent aussi de rocher, puis après, chacun reprend évidemment son indépendance. Ah, très bien du côté de Bordeaux. En tout cas, très joli ce nom de Anne-Laure, Or, super, très bien. Alors, deuxième proposition, les amis, euh, pour résister, même pour sortir de la tyrannie du temps global, puisque le flot de toute façon, et excusez encore une fois le petit 2, hein, comme j'ai fait j'ai fait un copier-coller du slide, puisqu'on ne peut pas résister au flot. Le flot, de toute façon, il coule, encore une fois, il coule du sommet de la montagne jusqu'au bas de la montagne. Ou si c'est même les plus grands fleuves du monde, comme vous le savez, vous avez des fleuves qui prennent naissance comme des toutes petites rivières au sommet des Himalayas, puis après, ils deviennent immenses et ils deviennent après, quand ils arrivent à l'océan, des deltas et ils commencent vraiment, vraiment sous une forme souvent très, très minimaliste, on pourrait dire, ou très, très, comment dirais-je, oui, avec une échelle très, 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 très petite. Et par gravité, de plus en plus, ils vont le, vers le niveau de la mer, le niveau des océans.
Et évidemment, quand ils arrivent là, eh bien, ils sont chargés de tout un tas de choses, hein. Donc, en particulier, rappelons-nous nos cours de géographie, les alluvions, etc. Mais il y a plein de choses, malheureusement, qui vont dans les fleuves, justement. S'il y a eu des usines sur les bords de ces fleuves et de ces rivières, si les gens n'ont pas été très délicats, qu'ils ont jeté des choses, etc., etc. Donc, ils arrivent, ils sont très, très chargés. Donc, en tout cas, on peut imaginer que, par exemple, euh, à Gangotri, qui est la source originelle du Gange, l'eau est vraiment là très très pure, même si probablement la pureté de 2025 n'a rien à voir avec la pureté des années euh, de 80 peut-être ou du siècle dernier, enfin il y a 200 ou 300 ans. Mais l'eau est quand même très très pure, alors que quand elle arrive dans dans le delta du Gange, alors là, c'est assez catastrophique, paraît-il. En tout cas, il y a cet effet, effectivement, qu'on part avec il y a une énergie qui est plutôt, on pourrait dire, pure, une énergie qui est élevée, très très peu de pollution, et après on arrive à beaucoup de pollution. Eh bien, écoutez, vous avez un modèle dans le Raja Yoga en particulier, mais je dirais aussi dans d'autres traditions orientales, et donc ça tombe très bien puisque le Raja Yoga vient d'Orient, vient d'Inde, mais notamment je pense au bouddhisme et à l'hindouisme, vous avez un modèle fabuleux, vraiment, pour sortir de la tyrannie du temps, pour peut-être encore plus lâcher prise par rapport à tout ce qui est en train d'advenir. Et attention, encore une fois, c'est juste une proposition, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter cela. Ce modèle, c'est celui des cycles et du temps cyclique, hein. Et donc là, vous avez cette image qui est euh, assez, euh, assez moderne où, si vous regardez bien, vous avez de, les couleurs intérieures là, qui sont différentes. Donc justement, puisque Anne Laure nous parle ou nous a écrit quelques mots, eh bien, ici, on commence par le printemps. Le printemps, c'est l'âge d'or. Et je sais que personnellement, comment dirais-je, l'or, globalement, ne m'intéresse pas, hein. Mais évidemment, ce qui compte, c'est la métaphore, là encore une fois. Et l'or, ça veut dire notamment l'or pur. Ça veut dire effectivement, il y a zéro pollution à l'extérieur, évidemment, et zéro pollution dans l'esprit, dans le cœur de l'humanité à cette époque-là. Une humanité certainement qui était de taille très très réduite. Et puis le temps passe, et plus le temps passe, et c'est comme l'eau qui descend de la montagne, comme l'eau qui émerge très pure, par exemple encore une fois à Gangotri, la source du Gange, et puis après qui va se charger de plus en plus d'impuretés, de plus en plus de différents éléments, et plutôt à notre époque d'éléments sales. Eh bien on passe à l'âge d'argent. Donc du printemps, on passe à l'été. Et après l'été, eh bien, vient l'automne. Nous, en tout cas, en Occident, on le sait, hein. Ce qui est paradoxal, c'est que ces saisons-là n'existent pas véritablement dans les pays asiatiques et même en Inde, hein. Il n'y a pas les quatre saisons, c'est plutôt trois saisons, saison des pluies, euh, saison froide et saison chaude. Mais il se trouve que ce modèle du temps cyclique est un modèle qui vient d'une sagesse très, 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 très ancienne, hein. Et notamment en Inde, même si ça a été repris en Occident, même si ça a été repris aussi, on le sait, par certaines civilisations amérindiennes. En Occident, ben, on peut penser au temps d'Hésiode, hein. Donc, si on tape Hésiode dans un moteur de recherche, ben, on verra notamment, il parle de la race des hommes d'or et après des hommes de d'argent, de cuivre, de fer, etc. Donc effectivement, printemps, c'est l'âge d'or, été, c'est l'âge d'argent. Donc c'est toujours très beau, c'est toujours magnifique, c'est toujours beaucoup de bonheur, mais c'est pas pareil que le printemps, hein. C'est comme la lumière de l'été n'est pas pareil que la lumière du printemps. Après, il y a un basculement à partir du moitié du cycle, et là, on passe à ce qui s'appelle Dwapur Yuga. Dwapur Yuga, c'est l'âge de la dualité. Là, on est vraiment dans une unité, même si cette unité de l'âge d'argent n'a pas
la même qualité que l'unité de l'âge d'or. Et là, par contre, on commence à rentrer dans la dualité. OK. Et il commence aussi à y avoir des problèmes qui apparaissent sur Terre. Que ce soit les maladies, que ce soit la guerre, que ce soit les catastrophes naturelles, etc. Mais ça reste encore quand même enfin, la pièce de théâtre de la vie et qui est donc composée de tous de ces actes qu'on est en train de décrire est, je dirais, fantastique, hein, et elle est faite pour qu'on on se régale finalement à vivre tout ça. Par contre, évidemment, quand on arrive en hiver, c'est plus délicat. Donc l'hiver, c'est le fameux Kali Yuga, hein. Peut-être qu'il faut que je le mette dans le Kali Yuga. Donc Yuga, c'est simplement c'est la période, c'est l'ère, c'est l'âge. Donc Kali Yuga, c'est l'âge sombre. Kali, c'est la déesse sombre, c'est la déesse obscure, même si elle a des très bons côtés aussi, bien sûr, et même si c'est une divinité qui est adorée par un certain nombre d'hindous. Mais Kali Yuga, c'est l'âge sombre, et évidemment, plus on s'enfonce dans Kali Yuga, plus on va vers des choses innommables, hein. Kali Yuga, finalement, ce serait un peu l'enfer. Et nous, rendons-nous compte, hein, mesdames et messieurs, mais je pense qu'on s'en rend tous compte ici, et on a de la gratitude qu'on est encore tellement, tellement protégé. On est encore tellement, tellement, comment dirais-je, couvé à l'heure actuelle dans le pays. On peut avoir des très gros problèmes individuels, je ne le nie pas, hein. On peut avoir des défis, une maladie, des deuils, etc. Mais on est tellement couvé. On tourne un bouton, on a de la lumière, on tourne un autre bouton, on a de l'eau froide ou de l'eau chaude, on a des frigidaires, on ne se prend pas des obus sur la tête pour l'instant, etc. Tout ça, c'est en train de changer. Ok, on a été très privilégiés pendant des décennies, mais tout ça, c'est en train de changer parce que justement, le temps s'accélère, le temps global s'accélère parce qu'il y a tout ce qu'on a vu avant. Et pourquoi je vous suggère que ce modèle est profondément humaniste et porteur de beaucoup d'espérance, c'est parce que, évidemment, évidemment, et ça nous a été dit un petit peu par Yves Duvar, eh bien, après la pluie, le beau temps, donc après l'âge de fer, eh bien, il y aura un nouvel âge d'or. Et en tout cas, c'est la perspective spirituelle qui est proposée par des traditions comme le bouddhisme ou comme l'hindouisme, hein, c'est qui disent que il y a eu déjà des milliers de cycles et il y en aura d'autres, ok. Et chaque cycle commence au plus haut potentiel. Chaque cycle commence justement la source d'eau est complètement pure avant de se charger, plus elle va descendre. Et donc chaque cycle propose de redémarrer au maximum de beauté, de pureté, de bonheur, etc. Et chaque époque, finalement, a sa beauté. Chaque époque a sa nécessité. Et pour nous qui avons l'habitude des quatre saisons, à une époque où il y avait vraiment les quatre saisons, hein, moi, ce que j'ai connu, en tout cas moi qui suis né au XXe siècle, j'ai connu cette époque où les quatre saisons étaient bien marquées, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Eh bien, oui, j'appréciais, moi, ce passage des quatre saisons. Et donc la proposition, là, justement, c'est de ne pas résister. En tout cas, de ne pas résister intérieurement, de se dire non, mais il est possible de revenir à l'âge je ne sais pas, des années 80-90. Il y a beaucoup de gens qui ont cette nostalgie, en tout cas de ma génération, qui disent, ah oui, c'était super ces années-là, on avait encore l'optimisme, on avait encore l'avenir était devant nous, etc. Oui, l'avenir est devant nous, mais pas de cette façon-là. On ne va pas recréer l'époque des années 80-90, où particulièrement pour nous, les Occidentaux, beaucoup de choses étaient plutôt positives. On ne va pas recréer ça. Et on ne peut rien faire contre la marche du temps global. La marche du temps global, c'est une marche qui passe par ces quatre saisons, mesdames et messieurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous arrivons à être des rochers, justement, à l'instant T, maintenant, ici et maintenant, pour nous-mêmes et pour les autres, eh bien, nous allons, enfin, c'est pas nous allons, ce faisant, nous coopérons déjà avec comment dirais-je, tout simplement l'énergie, l'univers lui-même, la pièce de théâtre de la vie.
nous sommes dans le bon timing justement pour contribuer à créer un nouveau printemps. Un nouveau printemps qui n'est peut-être pas si loin que ça. Voilà, on va terminer par une méditation là-dessus, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Mais s'il y a des questions, je vous proposerai plutôt de, de reprendre les cours ou de poser des questions sur le cycle du temps dans un autre contexte. Mais bon, s'il y a une question à la limite, on peut y aller, je ne sais pas. Alors ça, c'est une question très, 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 très profonde. Et qui suis-je véritablement pour y répondre? Il y a certaines traditions qui vont avancer l'idée que le cycle effectivement est identique, ce qui nous ramènerait un petit peu à cette hypothèse célèbre que pose le philosophe Friedrich Nietzsche à un moment donné, hein, où je ne sais plus exactement dans quel de ses écrits, il dit, voilà, suppose que le temps doive se répéter indéfiniment, etc. Et puis, il y a d'autres traditions qui disent que les cycles sont différents. Donc moi, je sais que je suis assez à l'aise avec le fait que le cycle soit à l'identique pour tout un tas de raisons que je ne peux pas expliciter ce soir parce que ce n'est pas le but. Mais je resterai ouvert au fait que le cycle ne soit pas identique. Voilà les amis, en tout cas, tout ceci, c'est pour que nous prenions du recul et que nous arrêtions de résister de la mauvaise façon. Parce que quelque part, encore une fois, on est au cœur de l'hiver, on est probablement au plus profond de l'hiver, en tout cas. Bon, moi, là, j'ai beaucoup parlé de nos frères humains, hein, donc l'actualité, même si on la filtre, bon, elle est là, vous la connaissez, mais prenez aussi, on est un système, hein, nous, on est sur cette terre, il y a la nature, les animaux, jamais la terre, les éléments n'ont été aussi pollués, n'ont été aussi bafoués, et jamais les animaux n'ont été autant massacrés, comme vous le savez, c'est pas possible. C'est pas possible. Plus on remonte dans le temps, plus, même si les animaux ont été tués pour différentes raisons et par différentes peuplades, bah, c'était pas à une telle échelle, il n'y avait pas une telle souffrance, un tel déni, hein, des animaux élevés sans voir la lumière du jour, élevés en batterie, etc., etc. Il y avait des pratiques déjà cruelles, hein, on est bien d'accord, mais c'était pas à une telle échelle. C'est pour ça qu'on est vraiment là au cœur de l'hiver, c'est parce qu'il y a un degré de souffrance maximale. Et nous, pour l'instant, on s'en tire bien. Donc, ayons conscience de ça, ayons conscience du fait que le flot va continuer et devenons des rochers, et notamment devenons-le par la méditation. Les amis, donc nous allons à nouveau méditer ensemble. Si vous êtes OK, on va terminer là-dessus. Oui, pour moi, honnêtement, le cycle, c'est un message vraiment d'espoir et j'essaie vraiment de l'avoir vraiment à l'esprit le plus possible parce que sinon, effectivement, là, il y a tellement de nouvelles qui sont... Moi, pour l'instant, je m'estime encore une fois très, très fortuné, hein, mais voilà, je pense beaucoup à mes frères humains qui sont pas dans cette qui sont vraiment dans des circonstances horribles, qui sont dans des circonstances horribles. Eh bien, nous sommes tous, hein, déjà là, le fait qu'on se réunisse le soir, on a cette belle fraternité entre nous. Voilà les amis, donc les deux idées ou les quelques propositions pour sortir à la fois du temps subjectif, la tyrannie du temps subjectif, donc ça on l'a vu l'année dernière, hein, en entrant dans le temps kéros, etc. Et aussi pour sortir de la tyrannie du temps global en ayant une image plus, probablement, moi j'ai l'impression plus vraie de ce qui est en train de se passer et donc une image vraiment porteuse d'espérance. Allez, il y a eu beaucoup de pensées, de concepts, d'idées. Je me recentre maintenant.
Je lâche prise. Je me focalise sur ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux, de plus joyeux en moi. C'est ce point de conscience que je suis, cet être de lumière que je suis. Voilà ma vraie nature. Je prends tellement de recul que j'ai une vision globale de l'histoire de l'humanité. Une vision différente. Je pose une hypothèse. Ce n'est peut-être pas la vérité, mais c'est une hypothèse qui m'intéresse. Une hypothèse où plus on remonte dans le temps, plus il y a de la sagesse chez l'humain, plus il y a d'harmonie, entre autres entre l'être humain et la nature. Plus on remonte dans le temps, moins il y a d'humains. Et je vois défiler comme le rythme des 4 saisons. Le printemps serait l'âge d'or de l'humanité, l'âge d'une civilisation magnifique, de fraternité, de non-violence absolue, de communion avec la nature, de communion des humains les uns avec les autres. Les mots de guerre, les mots de police, les mots de maladie n'existent pas. Avocat, tribunal, chirurgien, tout ça n'est même pas dans la conscience des êtres humains. Et il y a cette si belle énergie emplie de pureté. C'est comme l'eau d'un fleuve qui jaillit à très haute altitude et qui est complètement pure. Puis le temps passe, le printemps devient été, c'est encore beaucoup de bonheur, et même uniquement du bonheur, mais la lumière n'est plus tout à fait pareille. Puis il y a une sorte de bascule, on parle beaucoup de tradition, une sorte de chute, et c'est l'âge de la dualité. Avec la dualité viennent les premiers défis. Comme notre conscience est moins pure, moins positive, la nature commence à réagir. Il y a des défis à ce niveau-là, et puis comme notre conscience devient limitée, il y a des guerres, il y a différents maux, des épidémies, des famines, etc., etc. Mais cet âge qui s'appelle l'âge de la dualité, ou qu'on peut appeler aussi l'âge de cuivre, est encore très élevé. Il y a la recherche du bonheur par différentes voies, notamment religieuses, spirituelles, puis philosophiques. Et puis vient l'âge de fer. La population grandit de plus en plus. Il y a de plus en plus d'êtres humains sur Terre. C'est le cours normal des choses.
Puis vient l'extrême de l'âge de fer où l'injustice semble vraiment ne plus avoir de limite à un niveau global, que ce soit pour les êtres humains, que ce soit pour la nature, les animaux, les éléments. Voilà la grande pièce de théâtre de la vie humaine, en tout cas une façon de la décrypter. Et le plus beau dans tout ça, eh bien, c'est que, évidemment, naturellement, après l'hiver, un nouveau printemps va naturellement, automatiquement revenir. Et peut-être qu'il est même déjà en train d'émerger. Et il est d'autant plus en train d'émerger que nous qui essayons de nous transformer, nous qui essayons de devenir des rochers dans la rivière, pour nous-mêmes et pour autrui, nous sommes reliés les uns aux autres par la bienveillance, la positivité, l'ouverture, l'optimisme, et nous sommes reliés à la source. Et de la même façon que l'heure la plus noire de la nuit précède l'aube, l'heure la plus sombre de la nuit est juste avant l'aube, eh bien, il y a de grandes chances que le moment le plus sombre de l'âge de fer précède aussi de très peu l'aube du nouveau printemps, qui n'est peut-être pas si loin. Et je nourris donc cette espérance, j'en nourris mon cœur et je suis confiant. Je suis confiant et je ne laisse pas la négativité, le pessimisme et tout le reste, toutes les émotions délétères me gagner. Et je serai un rocher dans la rivière. Om Shanti. Voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième clé de ce deuxième atelier sur le temps, donc là avec une vision vraiment globale. Belle soirée, belle semaine en gardant toujours le maximum de recul pour ne pas être happé par le temps chrono, c'est pas pour ne pas être happé par le temps global et la succession des crises. Et je sais que vous serez des beaux rochers, des rochers forts pour vous-même et pour autrui. À bientôt.